Camerounaises, Camerounais, Africaines, Africains. En ma qualité de serviteur leader national du mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, il me paraît nécessaire de prendre la parole en ce 20 novembre 2025 pour attirer l'attention du peuple camerounais, des peuples africains, contre la manipulation de l'histoire de la nation africaine du Cameroun par l'un de ses plus grands fossoyeurs. Le dernier imposteur apparu comme un champignon, un cheveu dans la soupe dans l'opposition camerounaise, sous le nom de Issa Tiroma Bakari, en abrégé IBT. Cette émission, je tiens à vous le rappeler, amis présents sur tous les continents, est dédiée à l'ensemble des Camerounaises et des Camerounais qui ont été assassinés. De la période de la traite négrière à ce jour du 20 novembre 2025 pour avoir contesté la domination coloniale, la domination néocoloniale, la domination despotique des régimes Ahidjo et Biya, la domination sous toutes ses formes. En effet, ces dernières heures, nous avons pris connaissance d'une déclaration de l'imposteur qui s'autoproclame président élu du Cameroun, alors même, précisément, qu'il n'y a pas eu élection au Cameroun, et qui, pour cela, prétend pouvoir appeler le peuple camerounais à respecter le 21 novembre, c'est-à-dire demain, une journée de deuil national pour la mémoire de nos frères et sœurs assassinés par le régime de Paul Biya pendant la parodie qu'ils ont appelée élection, le 12 octobre, avant et juste après. Je viens ici d'abord rappeler qu'en effet, ces Camerounaises et ces Camerounais qui sont tombés méritent que le peuple observe un deuil pour eux. Mais ce deuil ne doit pas se dérouler dans des conditions de manipulation, de traficotage, de mémoire sélective. Et ce deuil ne doit pas se dérouler dans le cadre d'un plan de capture du pouvoir politique par l'oligarchie criminelle de Biya Paul, dont Issa Tiroma Bakari demeure un serviteur complet et loyal, comme je vais le démontrer encore. Je veux dire qu'il est hors de question d'accepter qu'on appelle notre peuple à respecter un deuil national, alors même que celui qui appelle à respecter ce deuil national est complice de ceux qui ont tué. Et qu'ils jouent leur jeu depuis sa jeunesse. Alors, quelle est la méthode que je vais suivre pour démontrer que l'appel d'Issa Tiroma Bakari est incongru, déplacé, illégitime? C'est un appel immoral, c'est un appel diabolique. Car quand on a contribué à faire autant de mal à un peuple, c'est pas par là qu'on commence. Je vais le démontrer d'une manière très simple. Je vais d'abord prendre les actes posés ces derniers mois. Je vais prendre ces 6 derniers mois, les actes posés par M. Issa Tiroma Bakari. Ces actes suffisent à démontrer qu'il n'est pas digne d'appeler le peuple camerounais à une commémoration de cette importance. Ça, c'est le premier moment. Les faits, les actes qu'il a posés et qui font qu'il n'est pas digne de confiance. Ces 6 derniers mois, depuis qu'il s'est improvisé opposant au régime qu'il a servi pendant 25 ans. Nous allons prendre les faits. Et puis, à un deuxième niveau, nous allons nous intéresser à l'histoire du Cameroun. J'ai mis à la disposition de ceux qui souhaitent apprendre, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas apprendre, ce qui leur permet de venir brailler sur les réseaux sociaux où ils croient que les moutons, parce qu'ils marchent ensemble, ont le même prix. J'ai mis à la disposition de ceux qui veulent apprendre une bibliographie minimale que la citoyenne, le citoyen camerounais, qui veulent connaître l'histoire de notre pays natal, doivent avoir parcouru. Cette bibliographie minimale
est à votre disposition sur ma page Facebook Franklin Nyamsi, où se déroule actuellement le direct. Et je vais la copier-coller sur les autres plateformes, YouTube, etc., pour que les Camerounaises et les Camerounais qui ne veulent plus qu'on leur raconte leur histoire aillent eux-mêmes apprendre. Parce que c'est précisément parce qu'il y a une masse de Camerounaises et de Camerounais qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun que des gens comme Issa Tiroma Bakari peuvent surgir devant eux et être écoutés. C'est dans l'ignorance que prospèrent les imposteurs. Et la connaissance, quant à elle, elle libère. Or, les gens qui sont manipulés en raison de leur ignorance sont les plus dangereux. Parce que les médiocres aiment le confort de l'ignorance. Ce confort leur permet toutes les outrances. Ce confort leur permet de se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Ce confort de l'ignorance permet aux médiocres de côtoyer les sachants et de piétiner les sachants. L'ignorance est le fondement de l'arrogance, alors que la connaissance est le fondement de la pertinence. Malheureusement, dans mon pays natal, le Cameroun, et notamment à la faveur de la révolution numérique, la révolution des réseaux sociaux, sont montés en première ligne beaucoup de gens qui ne se sont même pas imposés le devoir de connaître l'histoire de leur pays, mais qui, à la première occasion, se considèrent comme en capacité de piétiner ceux qui ont étudié l'histoire du pays, ceux qui enseignent l'histoire du pays, ceux qui connaissent l'histoire du pays. Eh bien, moi, ça ne se passe pas comme ça avec moi. Mon engagement pour le Cameroun, pour l'Afrique, est un engagement d'enseignant du peuple. Et donc, c'est par la connaissance que je me défends. La seule épée que je tiens dans ma main, c'est l'épée du savoir. L'épée de la conscience, l'épée de l'esprit. Je combats par la parole, la pensée, l'écrit et l'image. Je combats le mensonge et l'imposture par ces armes nobles qui sont les armes civilisationnelles. Contrairement à ceux qui, en permanence, cachent un couteau dans leur gandoura pour tuer ceux qui ne pensent pas comme eux, une fiole de poison dans leur poche pour tuer ceux qui ne pensent pas comme eux, une relation au commissariat ou au poste de gendarmerie ou dans un ministère pour l'instrumentaliser contre ceux qui ne pensent pas comme eux, ou le gourdin d'un État corrompu comme l'est l'État du Cameroun pour écraser ceux qui ne pensent pas comme eux. Moi, je suis un combattant de la liberté connu pour utiliser les armes nobles. La pensée, la parole, l'écrit, l'image et le livre. Le livre. D'accord? Donc, on va aller dans cette dimension-là pour montrer aux gens qu'Issa Tiroma Bakari est un imposteur. Ce sera l'objet de la deuxième partie. Et en conclusion, nous allons indiquer à quelles conditions un deuil national est possible au Cameroun. À quelles conditions un véritable deuil national est possible au Cameroun. Et quelles doivent être justement les victimes qui doivent être prises en compte pour que le Cameroun se réveille et se libère. Parce que si le Cameroun est bloqué actuellement, c'est parce qu'on n'a vraiment jamais eu un véritable deuil national. C'est parce que notre pays est encore prisonnier des âmes errantes, de ceux qui ont été massacrés depuis plusieurs générations et qui n'ont pas été correctement enterrés. L'une des raisons pour lesquelles le Cameroun est bloqué et en retard, c'est le poids des âmes errantes, le poids des héros sans sépulture, le poids des personnes précieuses qui ont été piétinées dans ce pays et qui le sont encore. Ce poids est tel que, sur le plan psychique, mental et spirituel, le peuple camerounais est un peuple bloqué. Et tant qu'on ne sera pas capable de soulever ce poids, grâce à la connaissance qui libère, personne d'entre nous ne pourra émanciper le peuple camerounais. Car le peuple camerounais est esclave de ces sépultures qui n'ont pas été honorées, de ces héros qui n'ont pas été dignifiés, qui n'ont pas été magnifiés, qui n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Tant qu'un peuple piétine ses véritables héros et loue ses bourreaux, il ne peut pas être libre. Il ne peut pas être libre. Alors, sans plus tarder, commençons par l'analyse du phénomène Issa Tiroma Bakari. Qui est Issa Tiroma Bakari? C'est un homme, objectivement, d'environ 80 ans et plus, parce qu'il a 2 actes de naissance qui circulent dans les archives, sur le net et puis les archives administratives. On lui donne tantôt 77 ans,
Mais selon d'autres calculs, il en a 80, voire un peu plus. Donc c'est un homme, c'est un octogénaire. C'est quelqu'un dont la vie est déjà vécue. Pour l'essentiel, c'est un homme qui est à l'âge où on attend noblement le rappel à Dieu. Donc il ne représente pas l'avenir du Cameroun. C'est impossible qu'il représente l'avenir du Cameroun. Il a fini sa carrière. Eh bien, sur le plan même de la comparaison des générations. Issa Chiroma Bakary est un ingénieur ferroviaire, ingénieur des voies ferrées, qui a été formé donc par les frais du contribuable camerounais et qui, dès les années 70, à la fin des années 60, faisait partie de la jeunesse d'un parti que certains ne connaissent pas. Le parti de M. Amadou Ahidjo, créé au milieu des années 50 et qui s'appelait l'Union camerounaise et qui par la suite s'est appelé Union nationale camerounaise. Ce parti a été décrété parti unique à partir des années 60, début à 60, surtout 66. Et jusqu'en 1982, à la date de la démission d'Amadou Ahidjo, sur insistance de la puissance néocoloniale française, c'était ce parti qui était le parti unique au Cameroun. Le monsieur là, qu'on appelle Issa Chiroma Bakary, fait partie de ce parti unique. Et ce parti unique que les Français ont imposé par la violence à la tête du Cameroun, à partir donc de 1960, et par la fraude électorale et par la ruse, ce parti a accompagné l'armée française dans le plus grand crime qui ait jamais été perpétré contre les Camerounais. Le plus grand crime qui a été perpétré par les Camerounais, c'est un crime qui a été perpétré par l'armée française entre 1955 et 1971, qu'on appelle la guerre du Cameroun. Un rapport dirigé par la professeure Karine Ramondi a reconnu les crimes de guerre, les crimes économiques, les crimes contre l'humanité commis par l'armée française au Cameroun. Ce que la plupart des Camerounais ne savent pas et ne veulent pas savoir, notamment ceux-là qui marchent moutonnièrement derrière Issa Chiroma Bakary, c'est que le parti politique qui, au pouvoir, a accompagné l'armée française dans les villages pour tuer plus d'1 million de Camerounais, ce parti politique s'appelle l'Union nationale camerounaise d'Amadou Ahidjo. Ce monsieur-là, Issa Chiroma Bakary, que vous voyez à plus de 80 ans, faisait partie des jeunesses du parti génocidaire camerounais. Ce parti, qu'on appelle donc le parti génocidaire camerounais, a accompagné l'armée française pour assassiner tous les leaders du mouvement indépendantiste camerounais de l'UPC, Union des populations du Cameroun. Ça a commencé en 1958 par l'assassinat le 13 septembre à Boumiébel de Ruben Oumniobe par l'armée française avec le soutien d'Ahidjo. Ça a continué en 1960 par l'assassinat du président de l'Union des populations du Cameroun, le docteur Félix Roland Moumié. Cet assassinat a été perpétré en novembre 1960 à Genève par les services secrets français avec le soutien d'Ahidjo. Et on connaît le nom de l'agent qui a mis de l'arsenic dans le verre de Ricard du docteur Félix Roland Moumié. Cet agent s'appelle William Bechtel. Il l'empoisonne dans un restaurant de Genève et Amadou Ahidjo en est très heureux. On a même à l'époque des félicitations de plusieurs des suppôts du néocolonialisme français à travers l'Afrique quand ils apprennent que le docteur Félix Roland Moumié est mort. Ça a continué par l'assassinat du premier docteur en sciences économiques que le Cameroun n'ait jamais connu, à savoir le docteur Castor Osende Afana. On pense même que c'était l'un des tout premiers docteurs en sciences économiques d'Afrique noire. Castor Osende Afana, c'est en 1966. L'armée française et l'armée d'Ahidjo, qui lui est au pouvoir depuis globalement 1958-59 au Cameroun, imposée par les Français, assassine Osende Afana. Le dernier grand assassinat spectaculaire auquel Amadou Ahidjo, un barbare, un sauvage, qui ne mérite aucun honneur au Cameroun, eh bien, ça a été l'assassinat public, l'exécution publique le 15 janvier 1971
du professeur Ernest Ouandié à Bafoussam. Il était le président de l'Union des populations du Cameroun et de l'armée de libération nationale du Cameroun Soumaki, qui résistait contre le colonialisme français et voulait proclamer une véritable indépendance conformément au programme de l'UPC-RDA, Union des populations du Cameroun, Rassemblement démocratique africain. Avec ses principaux dirigeants du mouvement souverainiste, indépendantiste et panafricaniste du Cameroun, mouvement de l'UPC, ont été assassinés plus d'1 million de Camerounais. Entre 1955, disais-je, et 1971 notamment. En 1960-61, Paul Biya, recommandé par les colons français, est introduit dans l'administration d'Ahidjo. Et très rapidement, il devient le bras droit d'Ahidjo, secrétaire général de la présidence de la République, et plus tard Premier ministre, et plus tard dauphin constitutionnel. Biya accompagne donc de 1961 jusqu'à 1982 Amadou Ahidjo dans tous les actes de barbarie qu'il a posés contre le Cameroun. Le monsieur qu'on appelle Issa Tiroma Bakari est un jeune de l'UNC sous Ahidjo, un cadre de l'UNC sous Ahidjo, et ensemble avec Amadou Ahidjo, avec Paul Biya, avec Belobou Maïgari, et tous ceux qui étaient membres de l'UNC, ils ont participé au génocide de plus d'1 million de Camerounais. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce monsieur-là qui demande qu'on fasse un deuil national seulement pour nos 30 compatriotes que son patron, Paul Biya, a assassinés ces derniers mois. C'est ce monsieur-là. Il ne demande pas de deuil national pour ceux qu'ils ont assassinés, tous ensemble. Quand il était avec, tout naturellement, Ahidjo, Biya, Belobou Maïgari et beaucoup d'autres dans l'UNC, et qu'il tuait les UPCistes, et qu'il tuait les bastions du mouvement indépendantiste camerounais, allant jusqu'à plus d'1 million de morts. Ça, Tiroma n'appelle pas à un deuil national pour ça. Voilà pourquoi on ne peut pas le prendre au sérieux quand on connaît l'histoire de notre pays. Ce monsieur de Tiroma-là a voulu, avec certains de ses compagnons, rétablir Amadou Ahidjo, leur mentor, au pouvoir, à partir de 1984, à partir de 1983. Il a été arrêté dans le cadre de cette tentative de coup d'État. Sous le régime de Biya, il y a fait plus de 5 années de prison. Puis, en a été libéré puisqu'il n'était pas le principal responsable de l'opération de tentative de retour au pouvoir, en effet, de Ahidjo ou de ses partisans. Quand il est sorti de là, il avait déjà été frappé du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire ce phénomène qui fait que la victime devienne idolâtre du bourreau. La victime devient amoureuse du bourreau. Quand il sort de là, il adhère à un parti héritier de l'UNC qui s'appelle l'UNDP, qui a été créé dans les années 90 par Belobou Maïgari et d'autres de ses compagnons. Mais très rapidement, il est coopté par Biya. Biya va l'utiliser contre Belobou Maïgari, va le débaucher, le retourner contre Belobou Maïgari. Il va trahir dans l'UNDP et rejoindre le régime de Paul Biya, dont il va être un ministre pendant 25 ans. Et pendant 15 ans, il va être le porte-parole. Pendant une quinzaine d'années, il va être le porte-parole du gouvernement camerounais. Et pendant toute la période en question, c'est lui qui est chargé de justifier à la télévision, à la radio camerounaise, tous les crimes que Paul Biya va commettre. Tous les crimes que Biya commet, notamment après les élections de 92, en montant après les élections de 92 jusqu'en 2025, Tiroma les a justifiés. Il était chargé de laver plus blanc que blanc pendant plus de 15 ans pour ce régime. C'est ce monsieur-là. Biya a assassiné des Camerounais dans les années 90, quand il revendiquait la victoire de Nidjon Frundi. Tiroma n'appelle pas à un deuil national pour cela. Il n'y a jamais eu de deuil national pour cela. Biya a massacré les Camerounais dans les années 97-98, sous couvert de ce qu'il a appelé le commandement opérationnel. Tiroma était dans le régime de Biya quand on massacrait, dans le commandement opérationnel. Il n'appelle pas au deuil national pour cela. Biya a massacré des Camerounais en 2008, dans le cadre de ce qu'on appelle les émeutes de la faim. Les émeutes de la faim. Tiroma était dans le gouvernement. Et il fait partie de ceux qui ont justifié le massacre des Camerounais
pendant les émeutes de la faim. Et il n'appelle toujours pas au deuil national pour ces Camerounais-là. Pour ces Camerounais-là, il n'appelle pas au deuil national pour les Camerounais victimes du génocide franco-camerounais. Il n'appelle pas au deuil national pour les Camerounais massacrés dans les années 80 par Biya Paul. Il n'appelle pas au deuil national pour les Camerounais que Biya a massacrés dans les années 90, période à laquelle il a rejoint le régime Biya. Il n'appelle pas au deuil national pour les Camerounais dont il a justifié le massacre à la télévision, en tant que porte-parole du régime de Paul Biya, tout au long du début des années 2000. Je parle ici de 2008, les émeutes, où mon ami Jacques Tiwa trouva la mort, abattu à Ndokoti, un 27 février 2008 par la soldatesse de Biya. Chiroma ne parle pas de ça parce qu'il était chargé de justifier que c'est normal. Il y a eu des exactions contre le peuple camerounais au Cameroun anglophone. Plus de 10 000 Camerounais, depuis 2016 jusqu'à maintenant, ont été assassinés au Cameroun anglophone. Chiroma n'a jamais appelé à un deuil national pour eux, puisqu'il était dans le gouvernement chargé de justifier le massacre des anglophones. Son deuil national, là, ne concerne pas cela. Il y a des Camerounais qui ont été massacrés autour de l'élection de 2018, puisque M. Biya, systématiquement, par la fraude, par la violence, se reproduit au pouvoir, et par le mensonge, et la caporalisation des institutions. Chiroma, en 2018, a fait le travail de justification de toute la barbarie de Biya. Il n'appelle pas au deuil national pour ces gens-là qui sont morts en 2018, alors même que, eh bien, Biya venait de tripatouiller, de frauder et de s'autoproclamer président, comme il l'a fait en 2025. Chiroma n'appelle pas pour cela. Il choisit d'appeler à un deuil national pour les Camerounais qui sont morts en 2025. Et pourquoi le fait-il? Chiroma le fait parce qu'il pense que ces Camerounais qui sont morts et la colère que le peuple a le droit de ressentir pour ces Camerounais qui ont été assassinés, cela va permettre que lui, Chiroma, devienne président de la République. Parce qu'en fait, la seule raison pour laquelle il appelle les Camerounais à un soi-disant deuil national, c'est parce qu'il veut utiliser ceux qui sont morts là comme une légitimation de son soi-disant projet de dire qu'il est le président élu et qu'il faut qu'il gouverne. Parce que si Issa Chiroma Bakari s'intéressait à tous les Camerounais qui ont perdu la vie par la faute de l'injustice, il n'appellerait pas à un deuil national uniquement pour ceux qui sont morts parce qu'il a appelé à manifester ou parce qu'il a appelé à se mobiliser pour que lui soit président. Vous voyez que sa logique du deuil national, c'est de pleurer uniquement ceux qui sont morts pour lui. Ceux qui sont morts pour que lui, à plus de 80 ans, eh bien, parachève éventuellement sa carrière comme président. Il nous demande de les pleurer tous ensemble. Mais ceux qui sont morts, quand on assassinait autour de l'élection de 2018, où c'est Maurice Kamto qui revendiquait la victoire, Chiroma ne parle pas d'eux. Il n'y a pas de deuil national pour eux. Parce que Chiroma était du côté de ceux qui tuaient. Ceux qui sont morts pendant la répression de 2011, Chiroma ne parle pas d'eux parce qu'il était du côté de ceux qui réprimaient. Ceux qui sont morts pendant les émeutes de 2008, assassinés par le régime, ils ne sont pas dans le deuil national. Chiroma n'en parle pas parce qu'il était du côté du régime qui réprimait. Ceux qui sont morts dans les années 90, notamment à la fin des années 90, massacrés par le régime, Chiroma ne veut pas qu'on parle d'eux, parce qu'il était du côté de ceux qui disaient tirer. Ceux qui ont été assassinés par le parti génocidaire UNC, d'Aïdjo, de Biya, de Bello Bouba Maïgari, de Chiroma, Chiroma ne veut pas qu'on les compte dans le deuil national. Parce que là, le plus d'1 million de Camerounais assassinés entre 55 et 71, c'est tellement de sang que Chiroma ne peut pas assumer de dire « J'ai été membre des jeunesses du parti génocidaire. Je viens demander pardon. » Voilà les raisons élémentaires pour lesquelles son appel à un deuil national demain 21 novembre est une moquerie. C'est une insulte à la mémoire du Cameroun. On ne peut pas avoir participé pendant plus de 50 ans, je dis bien plus de 50 ans de sa vie, à toutes les opérations conduisant au massacre de ses compatriotes et venir choisir le dernier massacre en date pour en faire un deuil national. Uniquement parce que ce massacre-là, lui, il permet à l'individu de prétendre et d'aspirer aux fonctions suprêmes de chef de l'État. S'il doit y avoir un deuil national au Cameroun, soyons honnêtes, il doit concerner toutes les Camerounaises et tous les Camerounais qui ont été massacrés par la traite négrière,
massacrés par les colonisations allemandes, britanniques, françaises, massacrés par la guerre criminelle, génocidaire de la France contre le peuple camerounais entre 1955 et 1971, massacrés par la dictature barbare d'Ahidjo, massacrés par la dictature de Biya, y compris avec la complicité, tout naturellement, d'Issa Chiroma Bakari, qui depuis les années 70 est membre du parti génocidaire d'Ahidjo. Le deuil national doit tout naturellement inclure tous nos compatriotes massacrés au Cameroun anglophone, inclure tous nos compatriotes massacrés depuis les événements des années 90, des années 97, je pense par exemple aux 9 disparus de Bépanda, les événements de 2008, les massacrés des émeutes de la faim, de 2011, les événements de 2018. Tout ce monde-là, toute cette cohorte de morts injustifiable et intolérable doit être intégré dans un véritable cérémoniel de deuil national. Or, vous voyez très bien qu'un tel cérémoniel ne peut pas se tenir sérieusement aujourd'hui ni demain. Et il ne peut surtout pas se tenir à la demande du coupable, à la demande d'un coupable. Il faut un rassemblement transcendant du peuple camerounais pour rendre justice, pour rendre vie immortelle à toutes ces personnes qui ont été injustement abrégées dans cette vie terrestre. Donc quand ce monsieur se lève et vient nous dire que le 21 novembre, il faut un deuil national, ce n'est ni du deuil, c'est de la foutaise, et ce n'est pas national. Il s'agit d'une tentative de manipuler les derniers événements politiques pour promouvoir son dernier projet de carrière, pour donner un certain contenu à son imposture, pour dire qu'il est président élu. Mais je voudrais maintenant encore insister sur les événements récents. Prenons M. Tiroma au mot. Ce monsieur a dit aux Camerounaises et aux Camerounais, quand il a voulu se présenter comme le leader de l'opposition, il a dit qu'il ne quittera jamais le Cameroun. Et il a dit que même mort, il va libérer le Cameroun. Qu'avons-nous vérifié? Ne sont-ce pas ces partisans aujourd'hui qui disent que M. Tiroma est parti au Nigeria? Mais comment le peuple camerounais peut-il faire confiance à quelqu'un qui ne tient même pas la parole qu'il a tenue hier? Il a dit, je ne quitterai jamais le Cameroun. Je ne quitterai jamais ma maison. Maintenant, on apprend qu'il serait à l'étranger. Est-ce que le peuple camerounais peut faire confiance à quelqu'un qui ment dans la proximité du temps? Deuxième élément. Première hypothèse, M. Tiroma est allé à l'étranger. Mais comment a-t-il pu aller à l'étranger si ce n'est avec la permission et la facilitation des forces armées de Biya qui encerclent son domicile, à l'instant où je vous parle? Il n'y a pas un tunnel souterrain entre la maison de Tiroma et la frontière du Nigeria. Pour que Tiroma soit sorti de sa maison à Garoua, pour aller soi-disant au Nigeria, il faut qu'il ait été accompagné par les troupes de Biya qui encerclent sa maison. Donc, si vous pensez que ce monsieur est au Nigeria, vous devez immédiatement reconnaître qu'il est au Nigeria avec la complicité du régime de Biya. Mais si vous pensez que ce monsieur n'est pas au Nigeria, vous devez donc reconnaître qu'il est au Cameroun et il est protégé par les mêmes troupes de Biya. En fait, il est en résidence encadrée parce qu'on ne veut pas qu'il entre en contact avec le peuple camerounais, puisque face au peuple camerounais, il serait obligé, pour se protéger, de donner des mots d'ordre radicaux. Comme on l'a utilisé pour voler la lumière de l'opposition, pour imiter l'opposition à l'extrême, pour siphonner l'esprit de l'opposition, pour épuiser l'opposition, pour singer l'opposition, pour mimer l'opposition, sans être un opposant, on n'a pas intérêt à le laisser en contact direct avec les Camerounais, parce que les Camerounais pourraient se rendre compte de l'imposture et lui dire, mais nous sommes morts pour toi, alors qu'en fait, tu es un pion du régime qui est venu voler littéralement la lumière de l'opposition pour pouvoir la tarir dans des mots d'ordre sans conséquence.
Donc, je reprends ce premier point. Monsieur Issa Tourama est un menteur en dernière date. Il ne ment pas simplement sur son passé politique, sur son passif politique, qu'il n'assume pas. C'est un menteur sous nos yeux. Il a dit, je ne partirai pas du Cameroun. On dit qu'il est parti. Quelqu'un qui vous dit, je ne partirai pas du Cameroun. Après, vous apprenez qu'il serait à Yola, il serait au Nigeria. Vous le prenez au sérieux? Il a dit, même mort, je vais libérer le Cameroun. Bon, si c'était pour mourir, il n'avait pas besoin de sortir de sa maison. Ceux qui veulent le tuer l'auraient trouvé. Un autre mensonge. Quand on fait deux hypothèses, première hypothèse, il est sorti de chez lui pour aller au Nigeria. Dans cette hypothèse, ce sont les troupes de Biya qui l'ont accompagné. Parce que sa maison est encerclée et gardée. Vous avez même vu des snipers tirer sur sa maison. Il ne peut pas être sorti de là sans être accompagné, comme son équipe et lui-même l'ont reconnu, par l'armée loyaliste. L'autre chose que les Camerounaises et les Camerounais doivent clairement affronter, c'est s'il est là-bas au Nigeria, qu'est-ce qui explique qu'il ne se montre pas près d'un monument permettant de savoir qu'il est au Nigeria? Qu'est-ce qui explique qu'il ne se montre pas de telle façon qu'on ait une preuve physique irréfragable de sa présence au Nigeria? Est-ce que le gouvernement nigérien a intérêt à ce que quelqu'un qui s'autoproclame président du Cameroun, est-ce que le gouvernement du Nigeria a intérêt à accepter cela sur son sol? Les Camerounaises et les Camerounais qui veulent réfléchir sont obligés de constater que cette histoire de Nigeria est une imposture. Non seulement le Nigeria n'a pas intérêt à jouer à ça, il est dans une période de fragilité telle que s'il joue à ça, mais bientôt au Cameroun vont apparaître des imposteurs qui vont s'autoproclamer président du Nigeria. Et Tinubu n'est pas dans une période de sa carrière politique où il a envie d'avoir des problèmes de cette nature. Regardez comment il a traité le cas des opposants ambazoniens qui s'étaient réfugiés au Nigeria. Il les a systématiquement, ils les ont, les Nigérians, c'est pas Tinubu qui était au pouvoir, je crois, à l'époque, mais ils les ont systématiquement livrés au régime dictatorial de Yaoundé. Vous vous en souvenez ou pas? Donc quand on vous dit, quelqu'un qui conteste le régime corrompu de Biya, son patron, est au Nigeria, vous devez vous demander dans quel Nigeria il est. Un Nigeria réel? Si c'est un Nigeria réel, pourquoi il ne se montre pas réellement au Nigeria? Si vous êtes dans la ville de Yola, ben vous vous montrez à la place publique de Yola, vous sortez. Vous allez faire une vidéo sur la place publique de Yola, vous cherchez un endroit symbolique. Vous savez, moi j'étais, il y a 3 semaines, à Moscou. Quand j'étais à Moscou, vous ne m'aviez pas vu en train de marcher à la place, sur la place rouge. Vous ne m'aviez pas vu au théâtre du Bolchoï, en train de regarder un spectacle. Si vous ne m'aviez pas vu, je sais pas, à l'anniversaire de Russia Today, mais vous n'auriez pas cru que j'étais à Moscou. N'est-ce pas? Quand j'étais à Pétersbourg, en Russie, si vous ne m'aviez pas vu à l'université impératrice Catherine II de Pétersbourg, si vous ne m'aviez pas vu dans les rues de Pétersbourg, si vous ne m'aviez pas vu au théâtre de Pétersbourg, bref, à des endroits monumentaux de Pétersbourg, mais vous n'auriez jamais pu croire que j'étais à Pétersbourg. Après, je suis allé aux États-Unis. Quand j'étais aux États-Unis, certains de mes détracteurs se sont mis à prétendre que je ne suis jamais arrivé aux États-Unis, que je n'étais pas à Washington. Bon, il a suffi que vous me voyez au Capitole. Ceux qui connaissent Washington connaissent le Capitole. Quand vous m'avez vu au Capitole, où j'ai fait un direct sur Facebook, tout le monde a vu que je suis au Capitole. Le débat est clos. Comme l'autre jour, certains disent « Ah, il va jamais mettre les pieds au Burkina. » Bon, vous m'avez vu au Burkina. Vous m'avez vu chez le président Ibrahim Traoré. C'est comme ça qu'on sait que quelqu'un est quelque part. Oui ou non? Alors, vous qui vous promenez là au Cameroun, Tiroma est au Nigeria, vous avez quelle preuve de ça? Moi, je vous dis qu'en l'état actuel de nos informations, Issa Bakari Tiroma est sous la protection des troupes de Biya. Il est gardé par les troupes de Biya et son rôle, c'est d'épuiser mentalement les Camerounais en singeant, en simulant l'opposition. Tous les mots d'ordre qu'il a lancés ont pour but de nous vider de toute notre énergie psychique. Tous les mots d'ordre que Issa Tiroma Bakari a lancés, depuis qu'il a commencé, la mission que Biya lui a donnée, ces mots d'ordre-là ont pour but de fatiguer les Camerounais, de les asthénier. Vous savez, c'est l'asthénie. Ils veulent amener les Camerounais à un état de fatigue mentale totale. Tous ces mots d'ordre-là, c'est de la fatigue. Prenons dans l'ordre ces mots d'ordre. Il a lancé un mot d'ordre de ville morte. Ça a donné quoi? Il a lancé un mot d'ordre de ville morte. Ça a donné quoi? Ça a donné que les Camerounais étaient
tout naturellement fatigué, lorsque Biya s'est intronisé le 6 novembre, puisque les villes mortes s'arrêtaient le 5. Il a dit, ville morte du 2 au 5. Restez chez vous. Ne faites rien, restez chez vous. Bon, les gens sont donc restés chez eux. Biya s'est intronisé le 6. Deuxième mot d'ordre. Il a donné un délai, un ultimatum de 48 heures au tyran Biya pour libérer les prisonniers politiques. On a vu quoi? L'ultimatum est passé. Tiroma était assis dans son petit cabinet, gardé par les soldats de Biya. Ils sont mis à réfléchir à qu'est-ce qu'il doit dire après. Troisième chose, il nomme... Qu'est-ce qu'il fait là? Il nomme une porte-parole de son supposé gouvernement. Il nomme la porte-parole de son gouvernement, mais la porte-parole directement est encerclée par les troupes de Biya à Douala. Le moindre de ses mouvements, elle est sous la main de la sécurité militaire, la gendarmerie, etc. Et donc, elle est contrainte de s'exprimer uniquement comme nous nous exprimons sur Facebook. Quel est le résultat de tout ça? Monsieur s'assoit maintenant, il s'ennuie. Ah, il dit, ah, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Je peux organiser un deuil national pour les personnes qui ont été assassinées à la suite des mots d'ordre que j'ai donnés. Mais organiser un deuil national pour les victimes de 2025, sans tenir en compte les victimes de 2018, sans tenir en compte les victimes de 2011, sans tenir en compte les victimes de 2008, sans tenir en compte les victimes de 97, sans tenir en compte les victimes de 92, sans tenir en compte les victimes des années 80, sans tenir en compte le million de génocidés. N'est-ce pas une foutaise? Voilà pourquoi ça ne donnera rien non plus, parce que, en fait, la démarche de cet homme ne consiste pas à chercher à reconnaître, sur la base de la vérité et la justice, la cause totale du peuple camerounais, mais elle consiste à essayer d'exploiter les dernières tragédies du peuple camerounais pour faire prospérer sa carrière. Faites la somme de ces déclarations, faites la somme de ces mots d'ordre et vous évaluez. Ça ne vaut rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas profond. Ça ne va pas aux racines du problème national camerounais. C'est un héritier du néocolonialisme français. Il n'est pas différent de Biya, il n'est pas différent d'Aïdjo. Il n'est pas capable de porter le souffle qui permettra à cette nation de se réveiller. C'est-à-dire, il n'est pas capable de s'enraciner dans l'âme immortelle du peuple camerounais. Issa Tiroma Bakari est un piètre politicien france-africain. Il a été élevé à la mamelle de l'hypocrisie, du mensonge, de la lâcheté des héritiers du néocolonialisme. C'est ce qu'il est. Donc ce monsieur-là, analysez ses mots d'ordre et les conséquences. Ville morte, on a eu quoi dedans? Prenez le deuxième mot d'ordre. Libérez dans les 48 heures les prisonniers politiques. On a eu quoi dedans? Prenez le troisième mot d'ordre. Ah, je signe, je nomme une porte-parole. La porte-parole parle là. On a eu quoi dedans? Vous passez maintenant au quatrième mot d'ordre. Deuil national pour les victimes de la crise post-électorale de 2025. Mais lui qui était artisan de la crise post-électorale de 2018, pourquoi il ne veut pas qu'on les mette dans le deuil? Il faut qu'on pleure ces gens-là qui ont été tués pendant que lui disait que c'était normal. Il faut qu'on pleure les gens de 2011. Il faut qu'on pleure les gens de 2008. Tout le monde a droit. Et surtout, Issa Tiroma Bakari ne peut pas incarner le deuil national camerounais sans avoir espié les morts dont il est lui-même coupable. C'est trop facile d'avoir participé au parti génocidaire des années 60-70, l'UNC. C'est trop facile d'avoir été 25 ans ministre du criminel Biya, d'avoir été 15 ans pratiquement son porte-parole pour justifier ses crimes, et de venir nous faire pleurer seulement ceux de nos frères qui ont été assassinés en dernière date. Nous avons besoin d'être vrais et justes, d'être rassembleurs. Nous devons pleurer nos frères qui sont morts en 2025, mais nous devons les pleurer en même temps et au même titre que tous les autres qui ont connu la mort en se battant pour la justice. Or, Tiroma n'est pas en capacité de le faire. Parce que comme je vous explique, il fait partie du problème. Il n'a pas espié, il n'a pas avoué sa participation aux épisodes de grande barbarie que le pays a connus depuis les années 60, 50-60 jusqu'à ce jour notamment. Alors, il y a un vrai problème qui se pose au Cameroun. C'est que quand on critique un politicien, là par exemple quand on critique Issa Tiroma Bakari, il y a un certain nombre de ses partisans qui veulent
réduire cette critique à un problème tribal, réduire cette critique à un problème régional, réduire cette critique à un problème religieux. Comme je ne suis pas de la tribu de Tiroma, je le critiquerai parce que je souhaiterais éventuellement que quelqu'un de ma tribu gouverne. Comme je ne suis pas de la région de Tiroma, je le critiquerai parce que je souhaiterais que ce soit quelqu'un de ma région, ou peut-être même moi-même qui gouverne. Comme je ne suis pas de la religion de Tiroma, je ne suis pas musulman, alors je serai en train de critiquer Tiroma parce que je ne veux pas qu'un musulman gouverne. Vous voyez, c'est une méthode qui a été pensée par les colons pour empêcher les Africains de se regarder comme le même peuple. Et c'est utilisé partout. C'est une méthode qui est utilisée partout pour paralyser les peuples africains. Dès qu'il y a une critique objective qui est formulée contre une personnalité publique, les partisans de cette personnalité sont formatés pour réduire cette critique à un problème tribal, réduire cette critique à un problème régional ou réduire cette critique à un problème religieux. Or, quelle est la meilleure façon d'arbitrer entre ma critique et la position de Tiroma? La meilleure façon d'arbitrer, c'est l'étude de l'histoire. Vous pouvez ne pas m'écouter. Moi, Nyamsi, ou Cameroun, ou Africa. Vous pouvez refuser de m'écouter. Mais vous n'avez pas le droit d'ignorer les faits objectifs de l'histoire du Cameroun. Voilà pourquoi je me suis permis de vous donner une bibliographie minimale. En tant qu'universitaire, j'ai fait une enquête minimale pour chercher quelques titres que le Camerounais qui veut discuter de la politique camerounaise, quelques titres au minimum qu'il doit avoir lu. Je ne vous demande pas d'avoir lu tout ce que j'ai lu et compris sur le Cameroun. Je ne vous demande pas tout ça. Mais je pense qu'il faudrait que ceux qui viennent sur les réseaux sociaux, notamment donc je parle ici aux Camerounaises et aux Camerounais, fassent l'effort d'étudier notre histoire. Je mets donc à votre disposition la bibliographie suivante. Je vous lis quelques titres qu'il faut avoir lus. Donnez-moi juste un instant, je vais regarder ça dans ce téléphone-là et vous le dire. Franchement, si on n'a pas lu ça, il faut venir nous écouter et comparer en écoutant les autres. Ne vous précipitez pas pour parler ici. Mes critiques contre M. Issa Tiroma Bakari n'ont rien à voir avec sa religion, rien à voir avec sa région, rien à voir avec son ethnie. D'abord, les Camerounaises et les Camerounais qui me connaissent savent que jamais je n'ai été pris dans le jeu de la haine ethnique. Jamais. Jamais. Je dis même sous la forme de la blague. Je n'ai été pris, depuis que je fais de la politique, dans le jeu de la haine ethnique. Que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Jamais. Mieux, jamais on ne m'a pris dans le jeu, par exemple, du racisme antiraciste. Moi, je ne suis pas de ces Africains, de ces Noirs qui pensent que les Noirs doivent être racistes envers les Blancs parce que des Blancs sont racistes envers les Noirs. Je suis contre le racisme sous toutes ses formes. Que ce soit le racisme d'agression ou le racisme de revanche. Je suis contre. Voilà la personne que je suis. Profondément anti-tribaliste, profondément anti-raciste. Et voilà pourquoi moi je ne marche pas avec quelqu'un parce qu'il est Bassa, ou parce qu'il est Bamileke, ou parce qu'il est Fulbe, ou parce qu'il est Bamoun. Je marche avec quelqu'un quand j'estime qu'il s'efforce d'être juste. Je marche avec quelqu'un quand j'estime qu'il est capable d'autocritique, qu'il est capable d'ajuster, qu'il est capable de s'amender, comme moi-même. Alors, voici une bibliothèque élémentaire de l'histoire du Cameroun, que j'appelle donc ici bibliographie générale. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'essentiel de cette bibliographie générale en interrogeant l'intelligence artificielle. D'accord? Tout le monde peut se constituer une bibliographie générale. Il y a le livre d'Achim Mbembe, La naissance du maquis dans le Sud Cameroun, 1920-1960, qui est une analyse incontournable de la période coloniale et des résistances. Je vous ai mis cette bibliographie-là sur ma vidéo actuelle sur Facebook. Il y a le livre de Victor Julius Ngor, History of Cameroon, since 1800. C'est l'un des manuels les plus complets et les plus accessibles sur l'histoire du Cameroun à partir du 18e, 19e siècle. Et il y a Mark Delancey et Mark Dyke Delancey, Historical Dictionary of the Republic of Cameroon. Un dictionnaire historique de la République du Cameroun par Mark Delancey et Mark Dyke Delancey. Ce sont des frères, ou en tout cas des époux, qui ont écrit ce dictionnaire.
Il y a le livre de Edmond Mbalaono. Edmond Mbalaono a écrit « Histoire du Cameroun ». C'est vraiment un livre qui a aussi l'avantage de couvrir l'histoire du Cameroun sur une longue durée. Il y a le livre de Richard Joseph, « Radical Nationalism in Cameroun », le nationalisme radical au Cameroun. C'est un livre qui est incontournable si on veut comprendre la lutte d'indépendance de l'UPC. Maintenant, sur la période précoloniale, il y a quelques travaux intéressants, comme celui de Jean-Pierre Varnier, Précolonial Cameroun, Grassfields and Coastal Societies. Il a beaucoup étudié les sociétés de l'Ouest Bamileke, Varnier, dans le Cameroun précolonial, et il a étudié les sociétés de la côte. Vous pouvez lire Claude Tarditz, qui a écrit Le Royaume Bamoun, l'un des royaumes les plus originaux du Cameroun et d'Afrique, dont le siège se trouve à Fumban. Il y a Nicolas David, qui a écrit des études sur les civilisations du bassin du lac Tchad, dans le domaine de l'archéologie. Et maintenant, sur la période coloniale, allemande, française, britannique, vous pouvez lire Ralph Austen et Jonathan Derricks, Middlemen of the Cameroon Rivers, qui explique ce qui se passait sur les côtes du Cameroun pendant la période de la pénétration coloniale. Vous pouvez lire Harry T. Norris, The Cameroon Confederation, colonisation britannique et dualité franco-britannique. Vous pouvez lire Edwin Ardener, qui a écrit Kingdom of Mount Cameroon. C'est une étude ethnographique sur la société camerounaise de la période coloniale. Et sur la période de la décolonisation, après l'indépendance, vous pouvez lire Didier Péclar, les travaux sur les mouvements nationalistes camerounais. Vous pouvez lire le professeur Michel Ndjeouma, l'histoire du Cameroun. Vous pouvez lire encore Achi Mbembe sur la post-colonie, on the post-colonie. Vous pouvez lire Francis Nyamjor, Africa's Media, Democracy and the Politics of Belonging, pour comprendre la période contemporaine de l'histoire du Cameroun. Je me permets enfin de recommander mon livre phare pour une compréhension conceptuelle de l'histoire du Cameroun. Il a été publié en 2014 sous le titre « Critique de la tragédie camerounaise », camerounaise avec K. Il a été publié chez l'Harmattan. Voilà une bibliothèque minimale, je dis bien minimale, parce que moi, je possède sur le Cameroun environ 500 volumes. Je dis bien 500. Moi, j'en ai 500. D'accord? Voilà le minimum que le Camerounais qui veut avoir la culture générale nécessaire pour discuter de l'histoire de notre pays doit avoir. C'est ce minimum-là que je vous ai affiché là. Même si vous pouvez parcourir 50% de cette bibliographie, vous serez outillé contre des individus comme Tiroma. Vous serez plus ballotté par des farfelus de cette nature. Parce que vous pourrez retrouver ce qu'ils ont fait quand les pires choses arrivaient à notre peuple. Bien sûr, on ne peut pas nier qu'un homme politique puisse, à un moment donné de sa vie, fasse acte de repentance. Mais pour cela, il faut qu'il ait le courage de remonter à tout ce qu'il a fait. Dans le cas de Tiroma, ce n'est pas une démarche de repentance. Ce n'est pas une démarche de pardon. C'est une démarche d'opportunité, d'opportunisme. Il s'agit de s'emparer des derniers morts de la tragédie politique camerounaise pour s'en servir comme tremplin vers la présidence de la République. Tremplin vers la primature. Car, quand même, entre-temps, on est au courant que son acolyte, Diokam Tchameni, qui fait semblant lui aussi d'être en prison, alors qu'il n'est pas en prison, il est en résidence encadrée par les troupes de Biya. Diokam Tchameni, là, il est dans une logique d'agent double, comme son mentor, Issa Tiroma. Anissa Ekane, ça c'est connu. C'est un agent double depuis les années 90. Il a toujours été dans tous les coups fourrés contre l'opposition camerounaise. Lui aussi, on dit que, il est en prison. Il n'est pas en prison. Ils l'ont sécurisé parce que s'il l'avait laissé, lui et Diokam libre, il serait obligé de lancer des mots d'ordre radicaux pour se protéger de la population. C'est pour les protéger de la vindicte populaire que Biya, du moins les marionnettistes de Biya, les ont retirés. Et ce sont eux qui gardent normalement actuellement Issa Tiroma Bakari. Ce sont eux qui le gardent. Je vous fais remarquer que dans ses dernières interventions, il ne met plus le drapeau camerounais derrière lui. Ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui s'il n'a pas le drapeau camerounais derrière lui. Ça fait partie de l'organisation de la mystification camerounaise.
Cela a pour but de fatiguer les Camerounais. C'est-à-dire que, en plus, Tiroma Bakari, il est devenu comme un piège dans lequel on attend les Camerounais radicalisés contre le régime. Quand vous sortez pour le défendre, on en profite pour vous prendre. Tiroma est comme un aimant qui est utilisé pour faire sortir de la société camerounaise, monter en première ligne tous ceux qui, éventuellement, veulent vraiment la chute de Biya. On en profite pour les arrêter. Entre-temps, Tiroma n'est pas en prison. Hein. Parce que dans tout ce qu'il a fait là, si on estimait que ce qu'il a fait est vraiment grave, ce serait lui qui serait le premier en prison. Mais lui, il n'est pas en prison. Mais on l'utilise comme un appât pour arrêter des Camerounais et les mettre en prison. Et beaucoup de Camerounais résistent à comprendre qu'ils sont piégés. Parce que c'est Paul Biya qui a autorisé la candidature de Tiroma. C'est le régime Biya. C'est Paul Biya qui a permis à Tiroma de battre campagne. C'est Paul Biya qui a donné des consignes aux gouverneurs, aux préfets, aux sous-préfets, aux commissaires de police, aux commandants de gendarmerie, d'encadrer la campagne de Tiroma. Le but était de voler la lumière de l'opposition. Tout a été pensé. Et même le radicalisme de Tiroma actuellement, comme vous voyez que c'était un radicalisme sans résultat, c'est parce que ce radicalisme a pour but de faire sortir de la population camerounaise ceux qui veulent vraiment en découdre avec le régime Biya. Dès qu'eux ils sortent, comme ils sont isolés, on les prend. On les met en détention sévère. Les principaux responsables, entre-temps, sont au beurre. Vous avez bien vu que Tiroma, là où il est, sa sécurité physique n'est pas menacée. Sa sécurité physique n'est pas menacée. Il mange bien, il dort bien. D'accord? C'est la situation de Djekam Tchameni actuellement. Et de l'autre là, Anissé Ekane. Ils dorment bien et ils mangent bien. Ils sont très bien traités. En fait, on les protège des Camerounais. Parce qu'en fait, on les avait envoyés voler la lumière aux Camerounais. Voilà la vérité. Alors maintenant, ils sont dans quelle phase? Ils sont dans la phase où ils essaient d'utiliser jusqu'à la dernière fibre les mots d'ordre classiques de l'opposition. De telle façon que plus personne n'ait un mot d'ordre plus original que celui qu'ils ont avancé. C'est une stratégie pour vider l'esprit et l'opposition des Camerounais de toute substance. C'est une stratégie de vampirisation du peuple camerounais. Et c'est ce que je m'efforce d'expliquer aux gens depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines. On est en train de vous vider, on est en train de vous vider de toute la capacité de résistance dont notre peuple est capable. Puisqu'on a confié les mots d'ordre de la résistance, on a confié le pouvoir d'appeler à la résistance à des gens qui ne résistent pas réellement, qui sont en réalité des doublons du pouvoir, qui sont des tops, pour manipuler, écraser, et bien vider l'opposition de toute sa capacité de lutte. Et c'est ce que les Camerounais ne veulent toujours pas comprendre. J'ai vu que certains ont commencé à comprendre. Je vois bien un changement, même sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure que les mots d'ordre bizarres de Issa Tiroma Bakari sortent, les Camerounais se rendent compte que, mais en fait, ces mots d'ordre, paradoxalement, renforcent le pouvoir. On lui a donné les plateformes de Jeune Afrique, on lui a donné les plateformes de TV5, on lui a donné les plateformes de... Mais tout cela renforce en fait paradoxalement le pouvoir. Parce qu'à partir du moment où les médias français disent du bien de toi, mais les Camerounais ne t'aiment pas. À partir du moment où les médias français essaient de dire du bien de toi en Afrique, les Africains ne t'aiment pas. Si tu deviens le chouchou de Jeune Afrique, le chouchou de RFI, le chouchou de TV5, le chouchou de France 24, si on se rend compte un tout petit peu de ça seulement, c'est terminé. La confiance est rompue. Or, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont ces médias-là. Ils font donc exprès. Ils soutiennent Tiroma comme elle accorde soutient le pendu, en sachant très bien que c'est ça qui va le rendre détestable. Et le régime de Biya adore ça. Il adore le fait que, finalement, la presse, eh bien, néocolonialiste française, ait choisi Tiroma comme cheval. Parce que c'est là, Tiroma concentre toute la suspicion. Il concentre toute la déception du peuple camerounais qui se dit, mais celui-là, c'est lui qui prétendait nous libérer avec le soutien de France 24, de TV5, de RFI, de Jeune Afrique, du Monde. Les Camerounais commencent à se poser des questions. Les Camerounais commencent à se poser des questions. Donc, nous autres qui ne nous laissons pas compter fleurettes, nous autres qui ne nous laissons pas manipuler, on ose prétendre que nous sommes dans la haine. Moi, je vais haïr Tiroma, pourquoi?
Je n'ai aucun problème personnel avec cet homme. Je pense que je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Et en plus, je n'ai aucune raison de lui en vouloir à titre personnel. Il ne m'a rien fait personnellement, moi. Et je ne lui ai rien fait personnellement à lui. Je critique ses positions politiques. Je critique son positionnement politique, son action politique. Je ne lui en veux pas parce qu'il est peul. C'est absurde. Je ne lui en veux pas parce qu'il est musulman. C'est absurde. Je ne lui en veux pas parce qu'il est du Nord. C'est absurde. Je lui en veux parce qu'il joue à un double jeu contre notre peuple. Parce que c'est un agent opportuniste du néocolonialisme français et de la dictature Biya. C'est ce qu'il est aux yeux de mon intelligence. Et c'est cela que j'appelle les Camerounais à voir. Il faut voir politiquement le jeu de Tiroma. Il ne faut pas voir son jeu religieusement. Ces derniers temps, il n'arrête pas de se présenter avec les deux mains comme ça, en train de prier Allah le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Il veut essayer de retourner la question politique en une question religieuse. C'est très dangereux, ce jeu-là. C'est très dangereux dans un pays comme le Cameroun de vouloir se présenter comme l'homme des musulmans. Nous, les Camerounais, là, nous sommes des Africains. Notre première religion, c'est la tradition africaine. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes tous traditionalistes. Les Africains, là, ils sont Africains musulmans. Ils sont Africains chrétiens. Ils sont Africains juifs, mais ils sont tous d'abord Africains. On est tous d'abord Africains. Et tout le monde le sait. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Donc, il ne faut pas que nos frères et sœurs, dans le nord, s'identifient à Tiroma à cause de la religion. Il ne faut pas qu'on s'identifie à un homme politique à cause de la religion ou à cause de la région. Il faut s'identifier à lui à cause de son action politique, de son bilan politique. C'est ça le critère. Parce que nous sommes le même peuple africain. Je ne me conçois pas. Moi qui ai grandi dans le pays Bassa, moi qui ai grandi dans le Vouri, dans le Nkam, je ne me conçois pas comme différent de mon frère du Mayo Danaï ou du Diamaré. Je ne suis pas différent de lui. Parce que j'ai étudié l'histoire de notre civilisation, la civilisation africaine. Sur le plan de la civilisation africaine, nous sommes une communauté civilisationnelle. Et sur le plan de l'histoire, nous sommes une communauté de destin. Je suis panafricaniste. Tiroma ne l'est pas. Il ne l'est pas. Parce qu'un panafricaniste ne participe pas à la guerre d'éradication d'1 million de ses compatriotes aux côtés de l'armée française. Non. Non. Il ne l'est pas. Donc, il faut apprécier ce problème-là sur un plan politique. Il ne faut pas apprécier ce problème sur le plan personnel, régional, religieux, etc. etc. Et il faut que les Camerounaises et les Camerounais contribuent à élever le débat. Qu'on demande à Tiroma de nous parler de sa jeunesse dans l'UNC. Il faisait quoi là, quand on tuait plus d'1 million de Camerounais? Qu'il nous parle de ses rapports avec Ahidjo, le grand criminel. Les jeunes générations ne savent même pas que ce type-là a accompagné l'armée française pour tuer plus d'1 million de ses compatriotes. Et ils veulent nous imposer Ahidjo comme un homme politique normal. Un génocide, 1 million. Ce n'est pas 1000 personnes, hein. 1 million. Ils veulent nous imposer Biya comme anti-colonialiste. Ça aussi, c'est la vulgate du régime Biya. Ces derniers temps-là, ils ont fait quelques chaînes de télévision. Paul Biya est un anticolonialiste, c'est un panafricaniste. De 1961 à 1971, il est avec Ahidjo pour massacrer ses compatriotes, Paul Biya. Il devient premier ministre d'Ahidjo en 1975. Il faut qu'on l'explique à nos compatriotes. Je sais que la plupart d'entre eux sont nés après les années 90. Oui, la plupart des Camerounais est né après les années 90. Mais ce n'est pas parce que tu es né après les années 90 que tu n'as pas l'obligation d'étudier l'histoire de ton pays. Je vous ai donné une liste d'ouvrages commandés. Il y en a même qui sont disponibles en PDF. Gratuits sur Internet, parmi les ouvrages que j'ai donnés. Avant de monter sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, assieds-toi au moins, lis au moins un livre sur l'histoire de ton pays. Un seul. Commence par un. Et reviens parler ici. Un livre d'histoire scientifique. Lis un.
Et à ce moment-là, tu vas agir en citoyen politique. Tu vas augmenter ton degré de conscience. Tu vas augmenter ton degré de conscience. Donc, pour ma part, il n'y a pas de deuil national demain, 21 novembre au Cameroun. Il n'y a pas de deuil national. Celui qui appelle à ça n'a pas de titre pour le faire. Il n'a pas de titre pour le faire parce qu'il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu parce qu'il n'y a pas eu élection. Paul Biya n'a pas non plus été élu. Paul Biya n'a pas été élu parce qu'il n'y a pas eu élection. Les 5 conditions pour qu'il y ait élection n'ont pas été remplies au Cameroun. Il nous fallait des listes électorales consensuelles et inclusives. On ne les a pas eues. Il nous fallait une commission électorale vraiment indépendante. On n'en a pas. Il nous fallait un contentieux, un système judiciaire électoral impartial et équitable. On n'en a pas. Il nous fallait une transparence sur le financement des élections. On n'en a pas. Il nous fallait une inclusion électorale totale, avec le respect de toute la diversité politique, du champ politique national. On n'en a pas. D'accord? Il nous fallait le respect de l'intégrité physique et psychique des personnes. La non-instrumentalisation des forces de défense et de sécurité pour le compte d'un candidat contre les autres. Nous n'avons pas cette situation-là, où on n'utilise pas notre police, notre gendarmerie, notre armée contre nous. Biya les a utilisés, le régime Biya l'a utilisé contre nous. Dans ces conditions, il n'y a pas eu élection. Personne n'a gagné une élection le 12 octobre au Cameroun. Par conséquent, personne n'a perdu. Parce que ce n'était pas une élection. Telle est la position de notre mouvement. Comme ce n'était pas une élection, comment allons-nous fonder la légitimité du pouvoir politique chez nous? Mais c'est en nous mobilisant comme un seul homme pour mettre fin au régime de Paul Biya et de ses faux opposants. C'est la mobilisation populaire pacifique, c'est la mobilisation panafricaine du peuple camerounais. Avec le soutien des éléments conscients, des forces de défense et de sécurité, c'est cela qui va nous permettre d'aller vers une transition. Non pas pour que Tiroma soit président, car il n'a pas été élu. Une transition pour qu'il y ait précisément un gouvernement de transition intérimaire unissant les forces de la société civile, les forces panafricaines de la société civile et les forces panafricaines, patriotiques, républicaines de la défense et de la sécurité, en vue d'aller vers une nouvelle constitution, un nouveau référendum et plus tard, de nouvelles élections. Bref, en fait, nous devons nous débarrasser d'abord du régime de Paul Biya, instaurer une transition qui va préparer la nouvelle République fédérale. Mais on ne peut pas faire cela au nom de quelqu'un, parce que personne n'a été élu le 12 octobre. Ce n'est pas une élection qui a eu lieu. Ce n'est pas une élection. Pour que Tiroma soit président élu, il faut qu'il y ait élection. Or, il n'y a pas eu élection. Donc, il n'y a pas de président élu. Ni Tiroma ni Biya ne sont présidents élus du Cameroun. Ce sont des imposteurs. Biya est dans l'usurpation et Tiroma est dans l'usurpation. Les revendications de Tiroma ne valent pas plus que celles de Biya. Ce sont tous des usurpateurs. Tiroma lui-même, dès le 13 octobre, le lendemain du dimanche, il s'autoproclamait président élu. Sur quelle base? Il n'a pas de liste électorale. Il n'a pas de PV. Il s'autoproclame président élu. Biya, lui, n'accepte même pas qu'il y ait liste électorale. Il fabrique des PV imaginaires et il s'autoproclame président élu. Aucun d'entre eux n'a la véritable légitimité politique au Cameroun. Aucun. C'est notre position. Voilà pourquoi notre peuple a droit à la révolution. Mais qu'est-ce qui empêche notre peuple d'aller à la révolution? C'est parce que des individus entretiennent ce peuple dans l'amnésie, dans la courte mémoire. On refuse de libérer les énergies psychiques. On refuse de libérer les forces spirituelles qui vont permettre le retour à l'idéal de la nation camerounaise souveraine, qui a été le cœur de la résistance depuis le 19e siècle, des Kouvali Kenyé au début du 20e, des Douala Mangabel, des Martin Paul Samba, des Dandembita, des Madola, dans les années 20-30, des Njoya Bamoun, même des Charles Atangana. On refuse que nous retrouvions cette énergie, l'énergie qui a amené l'UPC à être fondée le 10 avril 1948. Cette énergie-là, on refuse que nous la retrouvions, celle qui a porté, eh bien, dans un mouvement de libération nationale, transethnique, panafricain, révolutionnaire, les Oumniobe, les Moumie Félix, les Osende Afana, les Ernest Wandji. On refuse que nous retrouvions cela. On veut nous proposer un Cameroun basé sur une mémoire sélective de ses martyrs et de ses victimes. Voilà pourquoi
nous ne nous sentons pas encore, en tant que peuple, en capacité d'agir. Parce que notre mémoire est bloquée. Et les morts sans sépulture ont leurs âmes qui hantent le pays. Le pays est dominé par la puissance ténébreuse, par la masse ténébreuse des morts sans sépulture. Je rapporte toujours avec émotion une expérience que j'ai vécue récemment au Burkina Faso. Quand je suis allé au Burkina Faso à l'invitation des plus hautes autorités de ce pays, à la tête desquelles son Excellence, Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, j'ai eu droit à une visite du mémorial du président Thomas Sankara à Ouagadougou. Ce mémorial, qui a été conçu par l'extraordinaire, le sublimissime architecte, Kéré, ce mémorial accorde au président Thomas Sankara et à ses compagnons tombés le 15 octobre 1987 une sépulture qui est en même temps un message d'espoir, un message d'espérance. Une sépulture qui est en même temps un message de solennité, de sacralité, de dignité. Et pendant la présentation du mémorial Sankara, le guide, très inspiré, a dit une chose qui m'a ramené à la situation de mon pays natal. Il a dit, on s'accorde chez nous ici au Burkina Faso à dire que depuis le jour où nous avons correctement et dignement enterré le président Thomas Sankara, la vie de notre nation a commencé à se redresser. Je recommence ce que le guide a dit, la phrase que je n'oublierai jamais. Chez nous, ici au Burkina Faso, tout le monde s'accorde à reconnaître que nous avons recommencé à vivre comme une nation, que nous avons retrouvé goût à notre vie comme nation, après avoir correctement enterré le président Thomas Sankara et ses compagnons. C'est-à-dire que l'inhumation monumentale, la reconnaissance historique de Thomas Sankara et ses compagnons a joué un effet, a eu un effet thérapeutique sur la mémoire, l'esprit collectif des Burkinabés. Si les Burkinabés se portent mieux aujourd'hui, si sous Sankara II, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est devenu de nouveau un phare de la nation africaine, c'est parce que ils ont réussi à enterrer dignement les héros de leur nation. On ne peut pas faire des deuils sectoriels, des deuils par petits morceaux, comme celui que Tiroma propose, et résoudre le problème camerounais. Nous avons besoin d'un authentique deuil national. Pour que toutes les victimes innocentes des tragédies que notre pays a connues, de la période coloniale à cette année 2025, soient honorées. Si nous pouvons retourner cette fatalité en espérance, nous aurons l'énergie en tant que peuple de bâtir une république fédérale exemplaire. C'est une opération psychique et spirituelle d'une très grande importance, qu'on ne peut pas confier à des amateurs comme Tiroma, qui d'ailleurs semble souffrir d'une très grande inculture historique. Parce qu'il faut soupçonner que ce type-là soit un inculte historique pour se permettre de réduire la notion de deuil national à la seule célébration des victimes de la dernière barbarie. Dans un pays, les deuils nationaux sont célébrés de tragédie en tragédie. Quand il y a eu une tragédie à la période T1 et que vous n'avez pas célébré les victimes de cette tragédie, lorsqu'il y a une tragédie à la période T2, le fait de célébrer la période T2 est une malédiction. Parce qu'en réalité, là, vous mettez en concurrence les morts. Vous méprisez les morts de la période T1, vous valorisez les morts de la période T2 et vous créez donc une guerre au cimetière, une guerre dans le monde invisible. Pourquoi eux et pas nous? Ainsi parlent les âmes errantes. Et ces démons s'affrontent à l'intérieur des cerveaux. Ils s'affrontent dans la ville. Ils s'affrontent dans le quartier, dans la campagne, dans le village. Et le pays tout entier est bloqué, le pays est fou. Il y a des jours où quand tu es au Cameroun, la dernière fois où j'y ai été, c'était 2018, tu te rends compte que notre pays est fou. Je vous dis que notre pays est fou parce que les démons circulent dans la tête des gens et les démons circulent dans la ville. Ils circulent dans la campagne. Les gens sont endiablés au Cameroun. Je vous donne une scène très simple. Je marchais avec ma famille au Cameroun sur la voie des DR au quartier PK8, un quartier de mon enfance, à Prendokoti. Nous marchions sur le trottoir. Quand nous avons vu un homme en moto
les conducteurs de moto, là, qu'on appelle au Cameroun les bensikin, pour échapper à une flaque d'eau qui était au milieu de la chaussée, il a grimpé sur le trottoir avec sa moto, où il y avait une femme qui marchait sur le trottoir. Et il a insulté copieusement la femme en lui demandant de dégager du trottoir pour que lui y passe. Écoutez, quelqu'un qui doit rouler avec sa moto sur la chaussée monte sur le trottoir. Et sur le trottoir, il insulte ceux qui sont sur le trottoir. Ce n'est pas possible si on n'est pas fou. C'est un pays fou. Et pourquoi le Cameroun est-il un pays fou? Parce que les Camerounais qui méritaient l'honneur de la patrie n'ont pas été correctement enterrés. Il y a des démons dehors. Les gens sont possédés. Vous devez savoir que les âmes errantes entrent dans les gens. Les gens qui n'ont pas été bien enterrés, les fosses communes dont le pays est couvert et qui n'ont pas été reconnues, ce sont des lieux où s'incarnent des forces négatives qui expliquent le retard du Cameroun. Regardez par exemple, l'une des voies les plus impossibles pour le Cameroun, c'est la route entre Douala et Edea. Douala et Yaoundé. Pendant pratiquement 60 ans, aucun gouvernement camerounais n'a été capable de construire une route monumentale entre les deux principales villes du Cameroun, Douala et Yaoundé. On explique ça par la corruption du régime. Oui, mais cette corruption est la conséquence d'une chose. Vous savez, cette région-là, c'est celle dans laquelle il y a eu le plus grand nombre de morts. La zone qui va de Douala, là, en remontant jusqu'à Yaoundé, c'est l'une des zones où les Camerounais ont été massacrés à outrance. C'est une zone qui est couverte de fosses communes. C'est une zone où les gens ont pourri à l'air, où les êtres humains ont été dévorés par les oiseaux, par les hyènes, par les chacals, par les panthères, par les tigres. Parce que personne ne les a pleurés, personne ne les a enterrés. Bon, vous voulez construire une grande autoroute dans une zone comme ça. Vous ne tenez pas compte de toutes les énergies ténébreuses. Vous ne tenez pas compte de tous les démons. Vous ne tenez pas compte de toutes les âmes errantes. Vous ne tenez pas compte de toute la folie qui a eu lieu dans la zone. On ne construit pas une route comme ça n'importe où. Vous savez, quand j'étais l'autre jour en Russie, j'ai été frappé de voir que dans les lieux de la haute technologie russe, lorsqu'ils sont en train de travailler sur un nouveau bateau, ils sont en train de travailler sur un nouveau pipeline, etc., il y a les prêtres de la religion orthodoxe russe qui viennent prier là. Ils ont une aumônerie. Là où ils construisent même leurs missiles, là. Vous savez, leurs fameux missiles qui font trembler l'Occident, Oresnik, etc. Il y a l'église orthodoxe russe est là-bas. Je dis, même à l'intérieur de l'école d'ingénieurs, l'université impératrice Catherine II de Saint-Pétersbourg, l'église traditionnelle russe est là-bas. Parce qu'ils savent que s'ils n'invoquent pas correctement leurs ancêtres, ils ne peuvent rien réaliser de grand. Regardez les pays de très grande tradition technologique aujourd'hui. Paradoxalement, ce sont des pays qui ont réussi à sauver leur tradition. Tous ceux qui sont en train de perdre leur tradition s'effondrent même du point de vue de la haute technologie. Donc, au Cameroun, là, le problème que nous avons, c'est que nous sommes collectivement fous. Et pourquoi sommes-nous collectivement fous? Parce que nous n'avons pas accompli nos devoirs. Nous n'avons pas accompli nos devoirs envers nos ancêtres. Et surtout ceux de nos ancêtres qui se sont sacrifiés pour nous. Tant que nous n'avons pas organisé de véritables deuils nationaux, de véritables cérémonies nationales de réconciliation avec les générations sacrifiées d'autrefois, tant que nous n'avons pas organisé un enseignement citoyen, un enseignement civique, une mémoire historique vigilante, tant que nous n'avons pas ressuscité l'âme immortelle du peuple camerounais en nous tous, comme collectivité africaine rassemblée, nous ne pourrons pas nous débarrasser des dictateurs. Nous ne pourrons pas nous débarrasser des imposteurs. Nous ne pourrons pas nous débarrasser de la misère, de la pauvreté collective qui nous bloque. Ce sont de grandes opérations qui renvoient à un domaine qu'on appelle l'alchimie spirituelle. Ce sont ces opérations qui doivent être menées au Cameroun. Et ce n'est pas un apprenti sorcier comme Issa Tiroma qui peut les mener. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas courageux. Il n'a pas le courage de la vérité. Il n'a pas le courage d'embrasser toute l'histoire de notre nation. Et d'y assumer ses responsabilités. Y assumer ses responsabilités. C'est extrêmement important quand tu as été des jeunesses d'un parti génocidaire de venir t'expliquer sur ce qu'on en fait maintenant. Quand tu as été au cœur d'un système totalitaire qui a dérivé, il faut venir expliquer.
Quand tu as été pendant 25 ans ministre de Biya, il faut nous expliquer ce qu'on fait de ceux qui sont tombés. Quand tu étais aux côtés de Biya, pour les faire tomber, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de venir t'improviser en grand prêtre des dernières tragédies que le pays a connues, il faut avoir le courage d'embrasser toute la tragédie de la nation. Chiroma n'est pas l'homme de la situation. Et il n'est pas l'homme de la situation parce que même cette année-là, où il est sorti subitement de l'opposition, pour jouer, pardon, il est sorti subitement du pouvoir pour jouer à l'opposant. Globalement, là, son histoire d'opposant n'a pas plus de 6 mois. Même cette année, il nous a menti. J'insiste sur le fait qu'il nous a menti cette année. Les Camerounais qui m'écoutent peuvent vérifier. Il a dit qu'il ne va pas partir de chez lui. Maintenant, on dit qu'il est parti de chez lui. Il faut qu'il vienne expliquer. Il est parti pourquoi? Il a dit que même mort, il va libérer le Cameroun. Ça veut dire qu'il n'avait pas peur de rester chez lui. Pourquoi il n'est pas resté chez lui? Maintenant, faisons l'hypothèse qu'il soit parti de chez lui. S'il est parti de chez lui, c'est avec l'accord des hommes de Biya-Pôle, oui ou non? S'il est parti chez lui avec l'accord des hommes de Biya-Pôle, il est un homme de Biya-Pôle, oui ou non? Il prétend qu'il est au Nigeria. S'il est au Nigeria, c'est-à-dire que Tinubu héberge quelqu'un qui veut renverser Biya-Pôle. Est-ce que Chiroma peut nous montrer qu'il est au Nigeria? Pour qu'on sache maintenant que le Nigeria est la base arrière de la déstabilisation du Cameroun. Est-ce que Chiroma peut nous montrer qu'il est au Nigeria? Vous voyez comment il est faux et menteur envers nous? Voilà pourquoi moi j'ai dit, et je maintiens, que mon hypothèse, c'est peut-être que Chiroma n'est pas nécessairement dans sa maison, sa résidence à Garoua, mais il a été exfiltré à l'intérieur du Cameroun, dans une autre résidence, qui est protégée par les gens de Biya. Et pour continuer à piéger les Camerounais, les attraper individuellement, ceux qui sont hyper radicalisés, on permet à Chiroma de faire de temps en temps une sortie. Et on attrape tel, on attrape tel, on attrape tel. Il fait une sortie, on attrape tel. Avant, on lui permettait de faire des sorties avec le drapeau du Cameroun. Maintenant, on a enlevé. Il n'explique pas pourquoi il n'y a pas le drapeau du Cameroun. Il prétend qu'il est le président élu. Il parle sans le drapeau du Cameroun. Pourquoi? Puisqu'il prétend qu'il est le président élu. Il utilise les armoiries, les emblèmes de l'État du Cameroun et il se tient derrière un mur blanc, vide, avec un bout de papier sur la table. Et il tient un discours qu'il prétend solennel. Qui organise toutes ces mystifications si ce ne sont les services de Biya-Pôle, qui, en réalité, ont le contrôle physique du corps de Chiroma? Pourquoi Chiroma ne montre-t-il pas son environnement? Un type qui prétend être véritablement au service de son peuple doit avoir un langage de vérité. Si vous êtes à Yola, montrez que vous êtes à Yola, qu'on sache que vous êtes à Yola. Si vous êtes à Garoua, montrez que vous êtes à Garoua, qu'on sache que vous êtes à Garoua. Puisque vous n'avez pas... Si Biya voulait mettre Chiroma en détention à Yaoundé, il l'aurait fait. Vous êtes d'accord avec moi? Il l'aurait fait. Mais Chiroma est là pour que les Camerounais soient fatigués de s'opposer. Et tous les 3 ou 4 jours, il va lancer un mot d'ordre stupide comme ça, jusqu'à ce que les Camerounais soient dégoûtés par l'idée de s'opposer. Tellement ces mots d'ordre ne servent à rien. Qu'à un moment donné, on va penser que toute parole d'opposant ne signifie plus rien. Voilà l'opération dans laquelle cet homme a été envoyé. Si c'était un homme au service de la vérité et de la justice, il embrasserait toute l'histoire de nos martyrs. Il ne se permettrait pas de nous demander de célébrer seulement les derniers tombés. Parce que cela lui permet de négocier son strapontin. Enfin, vous êtes au courant que depuis sa résidence dorée, sa résidence cajolée, Djokam Tchameni, l'un des acolytes donc de Issa Chiroma, Djokam Tchameni a pondu une lettre dans laquelle il demande une négociation avec Biya pour faire un gouvernement d'union nationale. Vous êtes au courant de ça ou pas? Alors, je suis un peu l'actualité de ce point de vue avec attention. Il n'y a pas eu de démenti. Djokam Tchameni, l'un des bras droits avec Ekane Anissé, justement de Chiroma, a écrit une lettre pour que les négociations commencent entre le groupe de Chiroma et le groupe de Biya afin de former un gouvernement d'union nationale. Vous avez vu où ça va déjà? Vous avez vu où ça va? C'était pour avoir le poste au gouvernement. Vous vous souvenez que leurs gens de Jeune Afrique avaient annoncé qu'on lui avait proposé le poste de Premier ministre et qu'il aurait refusé. Etc., etc. Vous voyez bien vers quoi ça va? En réalité, le plan qui nous pend au nez, c'est que Biya va modifier la Constitution et il va essayer d'introduire des postes de vice-président de la République. Il va donner le poste de premier vice-président à son fils, Franck Biya,
il va donner un poste de deuxième vice-président à un Camerounais originaire du Nord. Peut-être même que ça peut être Tiroma. Il va donner le poste de troisième vice-président à un Camerounais soit originaire de l'Ouest, soit du Cameroun anglophone. Il veut nous imposer une succession dynastique. Et je vous ai expliqué que ce n'est pas un hasard s'il a reçu le vice-président de la République de Guinée équatoriale, Teodorino Obiangema Mangue, qui est lui-même bénéficiaire du même dispositif. Il est le dauphin constitutionnel de son père, Teodoro Obiangema Bazogo, en Guinée équatoriale, dans le cadre de la dynastisation, de la monarchisation du pouvoir. Biya ne l'a pas reçu à Yaoundé par hasard. C'est de la communication politique subtile. C'est histoire de dire, je vous ai promis que mon 8e mandat sera consacré à la jeunesse. Voici donc que je commence à recevoir les prochains homologues de mon fils, Franck. Tout cela a pour but de nous fatiguer avant de commencer la modification constitutionnelle. Et dans le cadre de cette modification constitutionnelle, Biya va repartager, le régime Biya va repartager le pouvoir avec des oligarques du Nord, des oligarques de l'Ouest, des oligarques du Cameroun anglophone. Et en fait, tout ce qui est en train d'être fait, c'est pour écraser ceux qui pourraient s'opposer à ce processus de succession constitutionnelle. C'est un piège qui est tendu au pays. Et la seule solution contre ce piège, c'est que notre peuple s'engage à un sursaut collectif. Pas pour quelqu'un, pas pour un individu, mais pour mettre fin au système. C'est tout le système qui doit tomber. Pas pour Tiroma. Ce serait une stupidité. Je suis désolé, un Camerounais qui meurt pour Tiroma est mort pour rien. Parce que Tiroma ne représente pas l'avenir du Cameroun et il n'a pas embrassé le passé tragique du Cameroun. D'accord? Donc les mobilisations qui doivent venir ne doivent pas être faites pour quelqu'un. Elles ne doivent pas être faites pour moi. Je ne vous demande pas de mourir pour moi. Les mobilisations qui s'imposent au Cameroun sont faites pour nous libérer du système hérité de la colonisation et la néocolonisation française. Mettre fin au système. Tiroma n'est pas quelqu'un qui peut mettre fin au système. C'est un homme du système. Ce n'est pas à 80 ans qu'il va subitement devenir révolutionnaire. Il ne l'a jamais été. Il nous faut une révolution. Il nous faut fonder une nouvelle république. Et c'est dans cette nouvelle république que nous allons tous nous épanouir. Et que nous allons transmettre aux générations de nos enfants un Cameroun fort dans une Afrique forte. Voilà ce que je tenais à dire ici. Il y aura donc un grand deuil national du Cameroun quand le régime Biya sera tombé. Pas avant. Nous ne pouvons pas aujourd'hui organiser un véritable deuil national au Cameroun. Parce que le Cameroun est encore en captivité. Le Cameroun est encore sous le joug de la Biya kleptocratie. Nous devons d'abord libérer le pays de la dictature de Paul Biya avant d'organiser les grandes cérémonies de deuil national qui vont intégrer, comme je l'ai rappelé, les victimes de la traite négrière, les victimes de la pénétration barbare du colonialisme britannique, portugais, français, allemand au Cameroun, les victimes de la dictature Aïdjo, Biya, Tiroma, Belobo Maïgari, avec le génocide de plus d'1 million des nôtres, les victimes de la dictature Biya spécifique, 82-2025. On doit toutes ces victimes-là les célébrer, sans oublier tout naturellement celles du Cameroun anglophone. C'est un très grand cérémoniel. C'est un mois entier au moins qui sera consacré à honorer, région par région, ville par ville, village par village, campement par campement, tous les grands morts du Cameroun. Tous ceux qui n'ont pas reçu l'honneur de la nation seront récompensés et le pays sera débarrassé des énergies ténébreuses qui le bloquent, qui rendent les gens fous dans les villes et dans les campagnes, fous dans les marchés, fous dans les bureaux. Les Camerounais ont des comportements névrotiques et psychotiques chaque fois qu'ils sortent dans l'espace public. L'endroit où le Camerounais est fou, c'est l'espace public. Le comportement que notre peuple a en ville, c'est le comportement d'un peuple mentalement malade. C'est un peuple névrosé. Le comportement qu'on a dans les marchés, le comportement qu'on a dans les administrations, le comportement qu'on a dans les ambassades du Cameroun, c'est le comportement d'un peuple collectivement malade, qui est possédé par des démons. C'est un grand exorcisme national qui va libérer le Cameroun. Ce n'est pas les machins de Tiroma, les Tiromettes. Ce ne sont pas ces petites bûchettes-là
qui vont libérer le Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Et en attendant, pendant que cette lutte est en train de se faire, Camerounaises, Camerounais, cultivons-nous. S'il vous plaît, soyons les meilleurs spécialistes de notre histoire. Tu n'as aucune excuse. Toi qui as 10 ans maintenant, toi qui as 15 ans maintenant, toi qui as 16, 17, 18, toi qui as 20 ans, toi qui as 30 ans au Cameroun, qui as moins de 40, tu n'as aucune excuse pour ne pas connaître l'histoire de notre pays. Avec la révolution numérique, tu peux très rapidement élever ton niveau de conscience. Personne n'a d'excuse. Dès lors que nous savons lire et écrire, nous n'avons pas d'excuses. Nous ne devons pas nous laisser raconter notre histoire par les imposteurs. Nous devons en posséder une connaissance personnelle. Voilà pourquoi je mets à votre disposition cette bibliographie minimale. Si vous voulez vous préparer au véritable deuil national, un deuil qui sera cosmique, qui sera traditionnel, un deuil qui sera thérapeutique, alors cultivez-vous. Cultivez-vous. Étudions, soyons les meilleurs spécialistes de l'histoire de notre pays et l'histoire de notre continent. Nous, les Africains, là, on n'a pas le choix, on doit se cultiver. Parce que c'est un peuple cultivé qui finit par libérer les énergies qui lui permettent de vivre dans la dignité. Dans l'inculture, dans l'ignorance, nous sommes manipulés et manipulables. Je vois des gens qui arrivent sur ma page Facebook. Oui, finalement, personne n'est saint pour vous. Mais écoutez, pour que vous soyez capable de remettre en cause mes conditions, faites l'effort de lire le quart, d'apprendre le quart de ce que je sais. Parce que pour me contester là, dans un débat, si par exemple on vous a mené à la télé face à moi, bon, la plupart d'entre ceux qui sont venus là, j'en fais du méchoui. Dans un débat, argumenter, vous ne pouvez pas. Il est plus facile de venir ici sur ma page Facebook, me traiter de tous les noms d'oiseaux, comme vous le faites, que de m'affronter. On me donne Chiroma là, on me le donne. Dans un débat poli, civilisé, argumenté, j'en fais du confetti. Chiroma ne peut pas débattre de politique avec moi. Qui plus est, si on entre donc dans la discussion sur l'histoire de notre pays, envoyez Chiroma. Si vous envoyez Chiroma, vous n'êtes pas gentil. Il ne pourra pas tenir. Il n'a même pas la culture historique nécessaire pour diriger le Cameroun. Oui! Donc, quand vous venez sur des pages de gens comme nous, sachez que vous êtes en train de vouloir gratter un monument. Quand vous prétendez que moi, je dois aligner ma compréhension de l'histoire de mon pays sur quelqu'un qui ne comprend pas l'histoire de mon pays. Moi, je ne peux pas aligner ma compréhension du Cameroun sur Chiroma. Parce que Chiroma ne comprend pas le Cameroun comme moi. Il n'a pas travaillé sur l'histoire de mon pays comme moi. Il suffit que je l'écoute. Et je sais, rien qu'à sa manière de pratiquer l'anglais camerounais, que c'est un type qui ne s'est pas sérieusement cultivé. Oui! Il ne s'est pas sérieusement cultivé. Il y a beaucoup de Camerounais très cultivés, hein, mais pas lui. Et ce n'est pas lui qui va se placer devant nous et organiser un deuil national. Il a quelle compétence pour ça? Il a quelle compétence pour ça? Si on lui demande de restituer l'histoire de la tragédie camerounaise, et ce Chiroma peut tenir 1 heure d'exposé, avec des dates, des lieux précis. C'est la condition. On ne s'improvise pas organisateur de cérémoniel de résurrection nationale. On ne s'improvise pas, monsieur. C'est du travail, là. Bon, bien sûr, les hommes politiques ne sont pas chargés d'avoir l'érudition des chercheurs ou nécessairement des universitaires, c'est pas ça, mais il y a une compétence élémentaire quand on s'engage dans ce genre de choses. Il faut avoir étudié le dossier. Un homme politique, ça apprend tous les jours. Même s'il n'est pas historien, il n'est pas universitaire, il n'a pas eu le bac, c'est pas ça le problème. Il doit apprendre. Que tu aies eu le bac ou pas, tu dois apprendre. Tu n'as aucune excuse pour ne pas apprendre. Qui que tu sois. Que tu sois docteur ou pas docteur, c'est pas ça le problème. C'est pas une affaire de diplôme. Tu dois apprendre. Il ne faut pas parler de sujets pour lesquels tu ne fais aucun effort. Toi aussi, tu penses que ton nom a la même valeur que le nom de quelqu'un qui sait. Je ne parle pas le nom, hein, au sens de la nomination. Je ne parle pas du nom au sens de la nomination. Je parle du nom au sens de la négation. Toutes les négations ne se valent pas. Hein. Quelqu'un qui dit non avec des arguments et des connaissances est plus intéressant que quelqu'un qui dit non parce qu'il connaît le mot non. Gang, babou. Chacun peut dire ça. Même les enfants, quand ils commencent à parler, les parents sont émerveillés quand l'enfant leur dit pour la première fois non.
Parce que ça révèle simplement qu'il existe quelque chose en eux comme la liberté, le libre arbitre. Mais tous les noms, N-O-N, ne se valent pas. Hein. Tous les noms ne se valent pas. Alors donc c'est facile, vous venez, vous commentez, va chier au lac, va au diable, etc. Mais ça révèle simplement que vous n'êtes pas à la hauteur. Quand nous disons à Tiroma qu'il est un faux type, nous donnons les preuves. À ce moment, ce n'est pas une insulte. C'est une description. C'est un faux type. Il vous a menti ces 6 derniers mois. Vous n'êtes même pas capable de lui dire, mais Tiroma, tu as dit que tu ne bougeais pas, tu es où? Tiroma, tu dis que tu es au Nigeria, tu es exactement où au Nigeria? Il y a des Camerounais au Nigeria qui peuvent venir à ta rencontre. Montre-toi. Tiroma, comment tu es sorti de ton domicile? Réponds. Tu prétends vouloir être chef de l'État du Cameroun, donc toi, au moins, tu prétends être capable d'expliquer, de rendre compte aux Camerounais de tes actes. Comment tu es sorti de chez toi? Si ce n'est pas avec la complicité des gens de Biya. Viens parler ici. Où tu es actuellement? Pourquoi tu n'as plus de drapeau derrière toi? Il faut venir t'expliquer. Voilà ce que des gens avertis dans les tactiques, les micmacs de la politique savent. Ce n'est pas des niais qui viennent sur les réseaux sociaux et reproduisent « Ah, tu es contre ceci, tu es contre cela. » Non, Camerounaises, Camerounais. Il va falloir que nous aimions la vérité. Il va falloir que nous souffrions d'entendre la vérité, même quand elle ne nous plaît pas. Ça va être dur, hein, mais il n'y a pas d'autre chemin. D'accord? Donc, demain, il n'y a pas de deuil national. Moi, je n'aime pas les foutaises. Il n'y a pas de deuil national au Cameroun demain. Il y aura deuil national quand nous nous serons débarrassés du régime de Paul Biya. Tilana, écrivez ça. Il n'y a rien demain au Cameroun. Pour les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, dont je suis le serviteur leader national, c'est le mot d'ordre. Pas de deuil national tant que nous n'avons pas mis fin d'abord à l'endeuilleur national principal, le régime criminel néocolonial de Paul Biya. Parce qu'il nous empêchera de tenir de véritables cérémonies de deuil national tant qu'il sera au pouvoir, Biya Paul. Nous devons mettre fin au régime qui nous empêche de pleurer correctement nos morts, pour pouvoir les pleurer correctement. D'accord? Voilà. Toute personne qui nous propose des petites solutionnettes et qui découpe les morts en petits paquets est un imposteur. Toute personne qui nous propose le découpage des martyrs en petits paquets, c'est de l'imposture. D'accord? Et donc, nous n'allons pas jouer à ce jeu-là. Nous refusons cette manipulation. Ce révisionnisme, ce négationnisme, nous les refusons. We say no to this. Voilà. Voilà ce que je voulais faire entendre et j'espère l'avoir bien fait entendre. J'espère l'avoir bien fait entendre. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé cette émission qui est en fait une mise au point. Qui me paraissait absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Merci à toutes et à tous. Alors, pourquoi j'ai pas le son? Je ne sais pas. Merci de partager cette émission. J'avais commencé avec l'immense Jean Bikoko Aladin. J'aimerais finir avec lui. Si je peux avoir le son. Si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. On se retrouve plus tard dans la journée, mes chers amis. On a quelques soucis de connexion qui nous modifient la situation du son. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Excellente journée. À plus tard pour d'autres œuvres. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci.